Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Merci de nous être fidèles. Mais tout de suite à mes auditeurs, retrouvons Carlos Ketoro, directeur du journal L'Indépendant Express, avec qui nous décrypterons la crise sociopolitique que traverse ce pays et avec les mouvements contestataires qui secouent depuis des semaines le pouvoir de Faure Gnassingbé. Bonjour Carlos Ketoro. Bonjour Amos, bonjour Canal K, bonjour la diaspora, bonjour Lomé, bonjour le Togo, bonjour toutes les communautés africaines à travers le monde entier. Bonjour à tous. Eh bien, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Indépendant Express. Merci de nous accompagner et décrypter la situation sociopolitique au Togo avec nous. Eh bien, Carlos Ketoro, quelle analyse faites-vous de l'évolution de la crise sociopolitique togolaise et le bras de fer entre le pouvoir et la coalition des 14 partis politiques? Oui, Amos, vous voulez prendre le pouls, vous voulez avoir une idée de la situation sociopolitique au Togo. Oui, c'est vrai, cette situation reste précaire et très tendue. Elle est marquée par la mobilisation inédite et déterminante d'un peuple qui veut se faire libérer du joug d'une dictature monarchique qui dure déjà 50 ans. Et en face, l'hostilité d'un régime autocratique face à l'alternance politique. Un régime incarné par Gnassingbé fils, Faure Gnassingbé donc, qui met tous les moyens en œuvre pour se maintenir au pouvoir. Du coup, les jeux de mots allant du retour à la Constitution de 92 au référendum, du projet de loi à la relecture de la Constitution ne laissent présager aucune issue certaine et favorable pour le peuple togolais. Ce peuple qui subit sans pitié les limbes de la monarchie marquée par des répressions sanglantes, des coupures de l'électricité et de l'internet, du retour à un état fasciste militaire marqué par l'omniprésence des hommes en treillis. Je vous assure, Amos, les lendemains du Togo ne sont pas meilleurs. Ils sont très sombres et ça laisse à inquiéter, ça laisse à désirer. Et c'est en ce sens que tout le peuple togolais, la communauté internationale a une grande responsabilité face à la crise qui secoue le Togo aujourd'hui, face à un peuple démuni qui continue de subir les affres d'une dictature de 50 ans. Eh bien justement, Carlos Ketoro, vous venez de le dire, les lendemains du Togo ne sont pas meilleurs, ça laisse à s'inquiéter. Eh bien Carlos Ketoro, du 19 août jusqu'à ce jour, on compte une dizaine de morts, une centaine de blessés, dont une vingtaine par balles réelles, notamment à Mango et Bafilo, plus d'une centaine d'emprisonnés et plus de 500 réfugiés au Ghana et au Bénin. Que vous inspire ce bilan dramatique? Oui, Amos, ce bilan dramatique n'est pas nouveau au Togo. Nous avons connu en 2005, lors de la prise de pouvoir par la force de Faure Gnassingbé, à la mort de son père, Gnassingbé Yadema, plus de 500 Togolais massacrés. Les stigmates, les séquelles de cette barbarie restent encore présents dans les esprits à ce jour. C'est l'habitude de la maison, des chars et des kalachnikovs pour réprimer une population au menu. Selon les différents recoupements Amos, on dénombre depuis le 19 août dernier, date de la première mobilisation populaire sous la houlette de Tipi Achadam, près d'une dizaine de morts, une centaine de blessés. Il y a des gens qui croupissent encore dans les centres de santé, dans les hôpitaux, avec des jambes cassées, avec le crâne endommagé, tout ça là. Les dégâts collatéraux n'en parlent pas. Les conséquences des blocages des activités économiques et de la suspension de l'Internet sont énormes au Togo. Le Togo a repris sa place de choix dans les pays violateurs des droits de l'homme et des libertés, et cela n'est pas sans conséquences sur l'avenir sociopolitique et économique du pays. Déjà, l'assassinat des enfants a fait parler de lui à travers le monde. Les partenaires en développement et les organisations de défense des droits de l'homme devraient déjà faire très attention à un pays comme le Togo.
Les signaux sont au rouge, la population révoltée est prête à aller jusqu'au bout, surtout que le pouvoir ne dit rien, le pouvoir ne prend pas ses responsabilités, on ne sent pas une certaine volonté d'ouverture, le pouvoir est en train de foncer tout droit dans le mur, donc les signaux sont au rouge, la population veut aller jusqu'au bout, le Togo risque de basculer dans la pire violence si les tenants du pouvoir ne prennent pas leurs responsabilités face à l'histoire. Amos, voilà un peu ce qu'inspire ce bilan dramatique depuis le 19 août. Le Togo risque de basculer dans la pure violence si les tenants du pouvoir ne prennent pas leurs responsabilités. Carlos Keïto, c'est une vérité, mais malgré l'ampleur de cette situation, Faure Gnassingbé, président de la République, ne brise pas le silence. Que comprendre de son attitude, Carlos Keïto? Ah, Amos, le silence de Faure Gnassingbé, le légendaire silence de Faure Gnassingbé qui dit tout, un silence qui exprime le mépris, l'indifférence, l'arrogance à la limite d'un peuple en colère. Dans un pays normal, face à une situation de crise aussi préoccupante, le chef de l'État devrait s'adresser à la nation, exprimer sa compassion, prendre des mesures urgentes pour juguler une crise grandissante. Cela s'appelle être à l'écoute de son peuple, prendre en compte les préoccupations de la majorité, comme le fait Paul Kagame du Rwanda, que le chef de l'État togolais admire, comme semble le faire Paul Biya, l'autre dictateur du Cameroun, comme le fait Ali Bongo, comme le fait Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron, Donald Trump, et j'en passe. Ce n'est pas facultatif, c'est un devoir, voire une obligation pour Faure Gnassingbé de se prononcer. L'homme reste bunkérisé dans un silence incompréhensible, préférant envoyer ses ouailles des conseillers de ministres inonder l'opinion de contradictions, d'aberrations et de provocations. Dans tous les cas, l'opinion a compris l'expression dans le silence de Faure Gnassingbé. Blaise Pascal, en parlant du silence, disait que c'est la plus grande persécution. Cela veut dire que Faure Gnassingbé nous persécute, en plus de la persécution physique dont nous sommes l'objet aujourd'hui au Togo. Mais l'indifférence mène toujours au pire. Nous l'avions illustré dans une de nos parutions. On attend de voir jusqu'où ira l'homme. Faure Gnassingbé, face à des centaines de milliers de Togolais qui lui demandent de quitter le pouvoir, que ce soit au Togo ou à l'étranger au niveau de la diaspora, face à l'isolation systématique internationale dont le Togo est l'objet, face à une économie en péril et des mouvements sociaux à tous les niveaux, face à la déchéance sociopolitique généralisée et à l'hypocrisie de serviteurs gueux qui n'ont d'objectif que de protéger des biens illicitement amassés. Amos, je pense que le silence continuera par être bruissant de paroles et finira par atteindre le pire. Le Togo vit dans une tristesse où il n'a pas de secours. Les populations restent désœuvrées, démunies, orphelines et elles ne peuvent pas pouvoir s'exprimer pour faire comprendre leur situation. Il faut être au Togo pour comprendre que ce qui se raconte, ce qui se dit est pire qu'on ne le pense. Oui, et bien justement, Carlos Keïto, vous venez de décrire là une situation dramatique sur tous les plans que connaissent d'ailleurs beaucoup de Togolais. Mais Carlos Keïto, que pensez-vous de la position du parti au pouvoir qui dirige ce pays depuis plus de 50 ans? Et ce parti propose un référendum soutenu par la communauté internationale, notamment la CEDEAO, pour interroger le peuple togolais sur la question des réformes. J'ai l'impression, Amos, que l'opposition et la plupart des acteurs minimisent ce projet de référendum qui obsède aujourd'hui les dirigeants du régime RPT Unir. Nous l'avions déjà exprimé dans une de nos parutions et écrit qu'il est très important de barrer la route à ce projet de référendum. Il est dangereux, il est même suicidaire pour le Togo. C'est une bouée de sauvetage pour ce régime de 50 ans et il ne faut jamais lui donner l'occasion de se sauver à travers un certain ou un quelconque référendum. Je salue au passage l'idée du président de l'OBU, Adboumé Kodjo, quoique déconnecté du combat mené par le peuple, qui revient à la raison de demander au pouvoir d'épargner le Togo de cette histoire de référendum.
Le Togo n'en a pas aujourd'hui les moyens, qu'ils soient humains, matériels, techniques et financiers, eux-mêmes politiques. On n'en a pas les moyens. Ça va être une crise de plus. Le référendum n'est pas seulement une provocation à l'endroit d'un peuple, mais aussi et surtout un défi que le pouvoir est en train de lancer aux manifestants de l'opposition pour voir jusqu'où ils pourront maintenir la pression face au pouvoir, face aux chars et aux kalachnikovs, face aux manœuvres de dissuasion, face aux pressions, tous azimuts, face à toutes les actions que ce pouvoir est en train de mener aujourd'hui pour continuer à se maintenir par la force dans le mépris de toute une population. Un référendum dans un contexte d'élection constamment fraudé ne pourrait être crédible. Le Togo, à moi, ça n'a pas connu d'élection crédible depuis les années 90. Et Adima a fait sa dictature depuis 1963 jusqu'à ce jour. Le Togo n'a pas connu une élection véritablement saluée, sans contestation. Et un référendum dans ce contexte ne sera que de la pure comédie, ne sera que du folklore. Ce projet est un projet malsain, visiblement porté par une certaine communauté internationale, et il doit être combattu avec vigueur. L'opposition en a les moyens. Pour l'empêcher, il y a la voie active, où il y a la pression populaire, où il y a la mobilisation des populations, mais aussi par la voie passive, en passant par le boycott. Mais est-ce que le boycott sera la solution? Le pouvoir a déjà brillé pour s'en sortir dans des cas de boycott, où on va organiser une parodie d'élection dans une région donnée et dire que voilà, les Togolais ont voté à 90%, à 100% le référendum. Ils vont s'inspirer du cas burundais et du cas de certains pays qui sont arrivés à organiser ces genres de manœuvres antidémocratiques pour maintenir le chef de l'État au pouvoir. Et l'opposition a les moyens, aujourd'hui, avec les millions de personnes qui sont dans la rue, de l'empêcher et de l'empêcher par tous les moyens. Dans tous les cas, le maintien de ce projet de référendum pourra faciliter la chute du régime, dont les tenants pensent qu'ils sont différents des autres dictatures tombées sous le coup de la témérité et de l'entêtement. Je veux parler par exemple de Blaise Compaoré. J'ai appris, il y a un ministre togolais qui allait au Burkina dire que bon voilà, la crise burkinabé a induit les Togolais en erreur, que les Togolais pensent que le Togo n'est pas le Burkina Faso et que tout peut arriver au Burkina Faso. Blaise Compaoré peut avoir chuté tout simplement par la rue, mais le Togo n'est pas le cas. Mais on attend de voir jusqu'où ce régime pourra continuer à tenir ce langage de mépris. La constitution de 92, votée par plus de 90% de la population, réclamée par le peuple, suffit pour assurer au Togo une démocratie épanouie. On n'a pas besoin de faire ces tours de passe avec ces déductions terminologiques pour, je ne sais pas, éplucher la constitution originelle de certains termes, de certaines nomenclatures. On n'en a pas besoin. Le Togo doit avancer. Le Togo doit rester dans le concert des nations. Le Togo ne doit pas être atypique, une particularité, à la limite une curiosité pour le monde entier et à la limite pour les pays de la CEDEAO, dont Faure Gnassingbé est le président en exercice. C'est scandaleux qu'on puisse se faire huer de cette façon, alors qu'on a beaucoup plus le rôle et la responsabilité d'aller éteindre ces foyers de tension. Cette idée de référendum risque de transformer le Togo en un nouveau foyer de tension en Afrique de l'Ouest, ce qui serait préjudiciable à la stabilité du pays quand nous voyons un peu les prises de position radicales et extrémistes de part et d'autre, les langages d'armes envoyés par certains ministres du gouvernement. Nous pensons qu'il est très important de commencer à réfléchir à retirer cette obsession du projet de référendum des circuits avant que les uns et les autres ne se radicalisent. Amos, je pense que sur la question du référendum, c'est ce que nous pouvons dire, c'est l'opinion que nous avons, c'est l'avis que nous avons là-dessus.
Carlos Ketoro, ce référendum risque de transformer le Togo en un nouveau foyer de tension, c'est ce que vous venez d'affirmer, mais j'ose vous relancer sur cette question du référendum et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Union africaine UA et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOAS, appellent le gouvernement togolais à fixer rapidement une date pour l'organisation du référendum sur le projet constitutionnel adopté donc en Conseil des ministres et voté par les députés de la mouvance présidentielle lors d'une session boudée par leurs collègues de l'opposition. Carlos Ketoro, quelle analyse faites-vous de cet appel, du moins de la communauté internationale, notamment la CEDEAO? Oui, c'est vrai, la CEDEAO, dont Faure Gnassingbé est le président en exercice, et Marcel de Souza, son beau-frère, en est le président de la commission. La représentation des Nations Unies, dont Ibn Chambas, un habitué du corridor de la tentation de Lomé II, en est le patron. Et l'Union africaine soutient ce que j'appelle l'hérésie, ce projet hérétique du pouvoir d'organiser un référendum. Je mets cette sortie de la communauté internationale, logiquement, applaudie par le pouvoir de Lomé, comme une méconnaissance mieux et l'ignorance de la situation politique togolaise. Si ces diplomates et ces institutions connaissaient vraiment la situation, l'évolution politique du Togo depuis 1967, et si ces institutions savaient que le Togo vit sous une dictature comprador de 50 ans, elles auraient fait économie de cette sortie. La communauté internationale devait comprendre que le Togo reflète la démocratie dans un miroir, ce qui veut dire que la réalité de la démocratie est contraire à la réalité au Togo depuis des lustres. Et ça, c'est notoire, c'est de notoriété publique. Tout le monde le sait. C'est pourquoi toutes les manœuvres qui donnent l'impression d'un jeu démocratique, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans les histoires de respect des lois et tout ça là, ne sont que des facéties, ne sont que des petites scénettes pour amuser la galerie. Ça n'a aucun sens. Ce n'est même pas sérieux, tout ce qui se passe. Donc, c'est très important aujourd'hui que les responsables de ces différentes institutions puissent revoir la façon d'envisager la solution à la crise qui secoue le Togo. L'opposition a aujourd'hui, parce qu'elle est forte, elle mobilise les populations, elle a l'obligation d'interpeller l'ONU et les autres institutions sur les risques d'une telle prise de position qui est contraire à la volonté du peuple, un peuple en colère. C'est vrai, il y a des jeux d'intérêt impérialistes, militaires, économiques et financiers. J'ai lu un dossier de Mediapart qui a décrypté un peu les vraies raisons d'une prise en otage de la situation politique togolaise. Tous ces jeux d'intérêt influencent les positions de ces différentes institutions. Mais elles oublient que le peuple togolais est aujourd'hui debout. Debout pour combattre la forfaiture, pour combattre la manipulation et sa prise en otage. On ne peut pas prendre en otage indéfiniment un peuple pendant un demi-siècle. La communauté internationale devrait déjà penser aux militants de l'opposition assassinés, persécutés et victimes des dérives policières de façon quotidienne pour cautionner cette bouée de sauvetage du pouvoir qui a déjà totalisé 50 ans à la tête du Togo. Cette règne qui est décriée dans le monde entier. Et ça, c'est inadmissible, c'est scandaleux pour tous ceux qui apprennent que le Togo est dirigé depuis 50 ans par la même famille Gnassingbé. Et les peuples en ont marre, les populations en ont marre. Et ça, c'est assez raisonnable pour qu'on puisse trouver une issue afin d'offrir au Togo la liberté, d'offrir au Togo aussi le goût de jouir d'une certaine alternance, de jouir d'une certaine démocratie apaisée. Amos, je pense que je ne vais pas mettre ça sous le coup d'une dérive de la communauté internationale, mais ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle dérive. Mais
Je mets ça sous le coup de l'incompréhension, d'une certaine ignorance de la réalité politique togolaise actuelle qui n'est plus celle que nous avons connue il y a 5 ans, il y a 10 ans, où le pouvoir arrive toujours à s'en sortir par des manœuvres. Aujourd'hui, le peuple est debout, c'est le peuple qui réclame, il faudrait qu'on respecte la volonté du peuple qui est aujourd'hui dans la rue. Carlos Quito, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis Lomé. Une dernière question rapidement. Le week-end dernier à Noche, le Premier ministre Selom Kwame Klasu est allé plus loin, demandant un retour à la Constitution de 1961. Qu'en pensez-vous, Carlos Quito? Le Premier ministre togolais, Kwame Klasu, l'homme dont on parle, a fait une sortie scandaleuse dans le Raro, chez moi, la préfecture du Raro, pour intoxiquer la population. J'ai eu écho de cette sortie et je suis triste pour Kwame Klasu. Kwame Klasu, que j'ai toujours respecté, qui devrait prendre un peu plus de hauteur que cette sortie totalement décousue. Il a manqué l'occasion, le Premier ministre togolais, de se faire respecter et d'inscrire son nom et celui de sa progéniture dans l'histoire du Togo en lettres d'or. Il souhaite le retour dans sa déclaration, dans sa sortie, dans sa campagne d'intoxication, à une constitution. Il souhaite le retour à une constitution de 1961. Le soutien à Faure Gnassingbé, patati patata. Ce sont des dérives. Et Amos, permets-moi de dire que ce sont des dérives qui n'honorent pas son titre, le titre de Premier ministre qu'incarne M. Kwame Klasu. À un moment donné, j'ai même osé penser qu'il pourrait être un plan B de Faure Gnassingbé au moment où l'homme sera à la limite de la résistance de se maintenir au pouvoir. On pourrait penser à lui, parce que quand il a été nommé, on se rappelle, Premier ministre, bon, les gens n'ont pas trop manifesté d'hostilité pour sa personne, parce qu'on sait que c'est un monsieur, il n'a pas incarné, du moins, une certaine arrogance, comme d'autres personnes au sein du pouvoir le font ou l'ont fait. Et il n'a pas créé trop de problèmes à la population quand il a été nommé Premier ministre. Pourquoi pas, à un moment donné, il pourrait constituer un plan B, et faire l'unanimité d'une transition et tout ça là. Mais avec cette sortie, Kwame Klasu s'est davantage discrédité et disqualifié face à cette émission. Il ne peut plus être une solution ayant entraîné des chefs et des garants des us et coutumes dans cette dérive politique que je préfère classer dans les faits divers. Amos, laissons Klasu dans ses puérilités d'homme adulte et parlons d'un Togo qui mérite mieux que cet homme, un Togo qui aspire à la civilité, à la civilisation, au bien-être, à l'épanouissement, au développement, à l'émergence par ses fils, par des fils dignes et responsables qui peuvent se présenter devant les nations, devant les étrangers pour vanter un Togo qui a des qualités, qui a des responsabilités. Donc il faudrait que les chefs cantons qu'il a mobilisés, les chefs, les populations du Raro qu'il a mobilisés autour de cette comédie, qu'ils comprennent que, bon, il peut avoir des intérêts politiques et des intérêts financiers, mais qu'ils comprennent que c'est une dérive. C'est une sortie scandaleuse. Amos, je pense que sur cette question de Klasu, vous pourrez m'épargner du reste de la situation politique. On maintient le cap du côté de l'opposition et la population est là mobilisée et il faudrait que les gens aillent jusqu'à les deux partis, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, puissent s'entendre sur l'essentiel. Le Togo, qui appartient à nous tous, qui appartient à tous les Togolais et dont les fils ont le droit d'hériter, de bénéficier de ses biens, donc de prendre des décisions face à son avenir. Amos, je pense que je salue tous ceux qui nous écoutent, la diaspora à travers le monde, la diaspora togolaise, mais aussi les internautes qui nous écoutent aujourd'hui, les Togolais, les responsables politiques, pourquoi pas, et tous les journalistes. Bon travail Amos et très bonne soirée à vous.
Eh bien, merci également à vous, Carlos Keto. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices de cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique sur nos radios partenaires FM Liberté, Radio Dénigrement, que vous êtes directeur, vous êtes d'abord journaliste, directeur de publication du journal L'Indépendant Express. Merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Bonsoir. Merci. 50 ans de règne des Gnassingbé, ça suffit. 50 ans de dictature, là, ça suffit. Assassinat politique, crimes économiques, cabésier au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, achat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne des Gnassingbé, du père au fils. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique des Gnassingbé d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fille, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vains dans la dignité. Wakati wa dala Togobia ive. Wakati fo Togobia fenima. Togobia aloa todala ekwe ne sang. Togovio gamesu mitite. Ceci est un message de la coordination des mouvements et associations de la diaspora.